Dans ce hors-série, on va vous proposer un accessoire, mais qui est plus qu'indispensable pour toute personne qui utilise un ordinateur. Il s'agit d'un clavier, mais pas de n'importe quel clavier, attention. On aura tout fait, hein. Chez les technos, on a déjà fait souris. Maintenant, on fait forcément clavier. Pour vous parler de cet accessoire totalement indispensable, mais on verra plus tard que c'est un modèle particulier qui est indispensable. On a avec nous Marc. Salut Marc. Salut. Toi, tu nous avais fait la souris, hein, la Logitech MX. Voilà. MX Master. Sur lesquels il y avait des choses à dire, effectivement. Et puis Xavier, lui, va nous parler du clavier qui irait bien avec, hein, finalement, quelque part. C'est le clavier mécanique. Parce qu'il y a différents types de claviers. Ça, tu vas nous expliquer tout ça, Xavier. Mais la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi un clavier mécanique et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce clavier mécanique ? Alors, c'est un clavier qui a un toucher assez exceptionnel. C'est un toucher tout à fait linéaire. Et donc, on peut avoir l'impression, ça peut paraître bizarre, mais de taper plus vite. C'est un confort d'utilisation qui est vraiment appréciable parce qu'on sait, on a cette sensation de savoir vraiment quand on a appuyé sur la touche, sans aucun doute. Et il est vraiment confortable à l'utilisation. Il a des accessoires qui sont destinés aux gamers. Alors, c'est vraiment pas pour ça que je l'ai choisi. Moi, j'ai eu une promo, voilà, je cherchais un clavier mécanique et je suis tombé sur une promo qui me semblait vraiment intéressante, malgré qu'il a des fonctionnalités qui sont vraiment pas indispensables pour moi, mais qui peuvent être vraiment intéressantes pour un gamer, avec en plus le côté geek qui est sympa, que vous allez découvrir. Il y a un côté robuste à ce clavier mécanique. Ça, c'est sûr. Oui, tout à fait. On l'entend d'ailleurs, il est bien solide. Par exemple, c'est du clavier mécanique. Donc il y a cet aspect robustesse aussi qui est quoi ? C'est rassurant, voilà, c'est. Mais il y a un côté sympa, c'est que quand on travaille, qu'on déplace le clavier, bon, il tient en place. Effectivement, c'est un peu lourd. Bon, on sait que souvent les produits un peu plus lourds sont ressentis comme étant plus qualitatifs. C'est un des éléments qui fait qu'il est appréciable. Maintenant, il est aussi plus facilement nettoyable, par exemple. On va pouvoir bénéficier de différentes fonctionnalités qu'on va parcourir ensemble par la suite. Mais donc voilà, c'est un clavier qui est destiné principalement aux gamers qui veulent un clavier avec un temps de réponse qui est vraiment minimal, des fonctionnalités supplémentaires, et dans mon cas qui utilise les touches Cherry MX Red que j'apprécie particulièrement, et on va revenir sur le pourquoi de la chose. Alors, ce que je voulais préciser, c'est le modèle, hein, c'est le Corsair Strafe RGB Red dont il est question. Alors, on va parler de clavier mécanique de manière... Enfin, on a déjà parlé un peu de clavier mécanique de manière générique, hein, c'est des informations qui valent pour tous les claviers mécaniques du monde. C'est ce modèle-là que toi, tu as eu l'occasion de tester, que tu utilises quotidiennement d'ailleurs. Ces informations sont valables précisément pour celui-là, mais aussi pour d'autres claviers, hein, je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc, il y a une série de claviers qui utilisent les mêmes touches du fabricant Cherry. On va, dans une seconde partie de ce hors-série, on va y revenir, on va expliquer les différences, et les personnes pourront estimer quel est le clavier qui leur correspond le mieux. Mais donc voilà, ici c'est un clavier qui me plaisait bien. On peut dire deux mots du packaging peut-être Alors on parlait de la qualité du produit. Ouais. Alors on voit qu'on a un packaging qui est quand même qualitatif. On n'a pas un simple bout de carton. Oui, c'est ça. Ouais. Il n'est pas vendu entre deux morceaux de carton avec un serre-câble au milieu. C'est un clavier qui est haut de gamme. Clairement, on se positionne dans du haut de gamme avec toutes les descriptions de fonctionnalités, puisqu'il y en a une multitude. Sur cet appareil. C'est très bien emballé. Il y a des accessoires, je vais y revenir, qui sont emballés très clairement aussi. Des petits pieds, des choses comme ça. C'est un appareil qui donne confiance dès qu'on le déballe, quoi, vraiment. D'accord.
Au niveau câblage, c'est un câble USB classique, j'imagine. Alors, au niveau câblage, il y a quand même des petites particularités. C'est que c'est un double USB 3, mais qui est vraiment d'une épaisseur incroyable. Donc ça c'est peut-être un défaut, mais ça donne de nouveau... Si vous entendez du bruit, c'est normal, il démonte son bureau. Voilà. Donc en fait, on voit des... il y a 2 câbles USB, d'accord. 2 câbles USB qui sont d'une épaisseur quand même, qui doivent bien faire un demi-centimètre presque chacun. De diamètre. Donc c'est du matériel effectivement qui est robuste. Pourquoi 2 câbles? Alors au niveau du câblage, je l'ai dit, il faut des ports USB 3 idéalement. Il y a une question d'alimentation en fait, puisqu'on va pouvoir se servir du clavier pour alimenter un autre appareil. Donc en fait on va voir ici, si vous le voyez, moi j'ai branché ma souris, il y a un port USB, à l'arrière, ce qui est assez pratique à l'utilisation. On va donc pouvoir déporter certains périphériques pour ne pas avoir des câbles qui traînent partout, même si au bout de ce gros câble, il y a 2 grosses fiches. Au-delà de ça, on l'a vu sur le packaging justement, puisque tu le montrais sur la boîte, on voit qu'il est lumineux ce clavier, il est rétroéclairé. Alors oui, c'est une des particularités, mais pour ceux qui savent ce que c'est le RGB, donc c'est en fait un clavier qui est illuminé. Je ne sais pas si ça va passer à l'écran, oui je pense que ça passe à l'écran. Donc c'est un clavier qui est lumineux. Pour ceux qui ont l'image en tout cas, on voit effectivement que le clavier les contours des touches sont lumineux, avec des LED RGB, donc de multiples couleurs. On va pouvoir programmer non seulement les couleurs de son clavier grâce à un petit logiciel qui est téléchargeable, en fait, qui fait partie du package, et on va pouvoir avoir par exemple des touches qui s'illuminent pendant quelques secondes quand on tape dessus. On peut avoir un clavier qui se prend pour K2000, on peut avoir un clavier qui envoie des ondes de lumière. Donc ça, c'est vraiment la partie gamer pour impressionner. Ceci dit, voilà, moi j'ai mis un éclairage assez stable et à un niveau assez faible, mais il y a quand même un côté pratique, c'est que quand on travaille dans le noir, il n'y a pas seulement le contour des touches qui est illuminé, mais les touches en elles-mêmes, la lettre est illuminée aussi, et donc c'est assez agréable à utiliser par lumière sombre. Oui, tu parlais d'un logiciel qui accompagne l'accessoire, enfin le clavier, pour gérer cette lumière, on l'imagine, et d'autres choses aussi. Alors il y a d'autres fonctionnalités. Donc en fait le logiciel va permettre de définir des actions, donc des macros en fait que les gamers vont pouvoir utiliser, mais c'est pas seulement les gamers, ça peut servir par exemple quand vous travaillez dans Excel, vous allez pouvoir définir une combinaison de touches ou d'actions qui vont être simplifiées par une simple touche. Donc vous avez une touche fonction qui sert à ça. Vous allez mettre par exemple fonction F1 et dire que ça déclenche par exemple, je ne sais pas moi, un ensemble de sélectionner tout et puis copier. Par exemple, c'est un cas concret. Donc voilà, donc une programmation de macros. Alors, il y a les effets d'éclairage qu'on va pouvoir programmer. Ça va vraiment de la couleur, l'intensité, la vitesse et l'effet en tant que tel. Donc, est-ce que c'est des lignes droites qui se déplacent? Est-ce que c'est un espèce d'éclairage qui ressemble à des aiguilles d'une montre? Vraiment des effets un petit peu... vraiment pour les gamers, et qu'on peut combiner entre eux si on le souhaite. D'accord. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie gaming. Et alors en termes de performance pour les gamers, on va pouvoir par exemple désactiver des combinaisons de touches. On peut par exemple désactiver la touche Alt-Tab qui, quand on est dans un jeu ou dans une application, quitte ou bascule vers une autre application. Oui, c'est ça, pour éviter des erreurs et des choses. On peut désactiver le Alt F4, donc si vous avez un petit malin qui passe à côté de vous, qui appuie sur Alt F4, mais vous n'êtes pas éjecté. On va pouvoir désactiver avec une touche qui se trouve en haut à droite du clavier, mais aussi de manière programmée. Donc en fait, on a... attendez, j'essaye de
m'aligner. Pour ceux qui ont l'image, toujours, effectivement, des boutons supplémentaires. Ici, on a un bouton qui permet de régler, de désactiver la touche Windows, et juste à côté, une touche qui va permettre de gérer l'intensité du clavier. D'accord, l'intensité lumineuse du clavier, tu veux dire. C'est ça. Alors, je disais que c'est un clavier qui est destiné vraiment aux gamers. C'est à un tel point que Corsair a inclus un accessoire ici qui va remplacer les touches qui sont souvent utilisées dans des jeux de FPS, par exemple, qui sont les touches QZSD. Et on va pouvoir, il y a un petit outil qui permet de retirer facilement ces touches-là et de les remplacer par des touches qui ont une autre couleur, mais qui ont aussi, je ne sais pas si on le voit, mais qui ont aussi une forme différente. D'accord. Pour que les doigts se placent vraiment de manière idéale pour les gamers intensifs. C'est quelque chose que je n'utilise pas, évidemment, mais mon retour d'expérience, c'est que c'est un clavier qui est très agréable à utiliser. Alors, je n'ai vraiment que faire de l'éclairage, même si c'est pratique dans un environnement un peu sombre. Oui, et puis si tu fais une fête à la maison, ça peut te servir de chenillard disco, quoi. Voilà, exactement. Tu peux peut-être le synchroniser avec la musique, je ne sais pas. Et alors, il y a un repose-poignet qui est fourni avec et qu'on peut utiliser. On peut relever le clavier. Donc voilà, c'est un clavier qui est très agréable à utiliser, mais qui fait du bruit. Ah ben ça, oui, ça c'est le propre du clavier mécanique. Tu avais évoqué le nom de Cherry. Cherry, c'est la marque de clavier qui vend aussi à d'autres marchands, entre guillemets, à d'autres marques, d'autres enseignes, leur technologie. Il y a différents types de claviers Cherry. Qui peut en parler, Marc ou Xavier, peu importe. Alors, j'ai recensé 4 ou 5 couleurs différentes qui ont chacune leur propriété. Donc, c'est vraiment une gamme, une trace de ce que de quelle manière le clavier va répondre. D'accord. Donc, le fabricant Cherry vend sa technologie qu'il a développée, qui est donc tout à fait différent du petit ressort classique avec des petites croix. Si vous avez déjà eu un clavier qui casse, souvent il y a un effet de ressort avec des pistes en plastique qui, quand on appuie, fait comme ceci, et mécaniquement on revient à la position initiale, mais il faut vraiment que la touche touche le bout pour que l'action soit enregistrée. Alors ici, le fabricant a plusieurs modèles. Moi j'ai relevé notamment le MX Blue, le MX Black, le MX Brown et le MX Red que moi j'ai. Le MX Blue est un clavier avec une très faible résistance, donc vous allez pouvoir avec une faible résistance, pas très faible, avec une faible résistance, et qui réagit un petit peu comme un clic de souris. C'est ça. Donc on a un retour haptique qui est vraiment comme un clic de souris. À côté de ça, on a le MX Black qui nécessite une grosse résistance et qui a un toucher linéaire, c'est-à-dire que la touche va s'enfoncer vraiment de manière progressive avec la même intensité tout le long de sa course. Donc c'est un clavier qui est agréable mais sur lequel il faut déjà appuyer de manière un peu fermement. Pour les pianistes, quoi. C'est pour les gens... Voilà, qui veulent éviter des fautes de frappe, par exemple. Alors, on a le MX Brown, qui, lui, a une résistance moyenne et qui va un petit peu réagir comme un ressort. D'accord. Donc, on va appuyer dessus et on va avoir une pression qui varie et qui revient dans son état comme initial. Une espèce de retour de force, comme ça. Voilà. Ensuite, on a le MX Red que moi j'ai, qui a une très faible résistance. Donc, dès qu'on appuie sur la touche très légèrement, on sent déjà cette petite résistance et on sait qu'on est en train d'actionner le clavier. Et c'est une résistance faible, mais qui est linéaire également, comme le Cherry MX Black. D'accord. Ok. Donc voilà, chacun fera son choix. Ouais. On ne peut que conseiller aux gens qui voudraient se lancer dans le clavier mécanique de d'abord essayer. Je pense que c'est le meilleur des conseils qu'on pourrait donner, c'est de d'abord essayer le clavier. Et il faut quand même admettre que c'est un produit qui est coûteux. Moi, j'ai trouvé une promotion, c'est pour ça que j'ai acheté ce clavier, qui est un clavier gamer à laquelle que je ne regardais pas initialement. Ouais. J'ai eu une bonne promo, mais qui était quand même... voilà, on est entre 50 et 100 €. Et alors, il y a une version de ce clavier-ci qui est la version Silent, qui donc a un bruit largement atténué, mais qui coûte la modique somme
J'ai regardé un petit peu sur Internet avant, on était entre 170 et 190 €, donc c'est il y a de quoi s'étrangler, oui. Voilà. Quand on sait qu'on peut acheter des claviers, nous, Marc et moi, on travaille avec des sociétés, des grossistes, et donc on a des prix qui sont un peu avantageux, mais dans le commerce, vous devriez trouver assez facilement sur des sites en ligne des claviers aux alentours de 15-20 € qui sont tout à fait suffisants pour le Kidam. Ici, c'est parce que j'ai une utilisation, je crois que Marc, qui va en parler aussi, a aussi un clavier mécanique, et on a une utilisation vraiment intensive de notre matériel informatique. On peut le déduire fiscalement, et donc on se permet évidemment... C'est un usage plus professionnel que simplement de temps en temps relever ses mails sur son ordinateur. On me semble qu'on l'avait bien compris, ou alors qu'on a un usage d'un clavier résistant, comme on l'a dit pour les gamers. Ça fait un peu sourire parce que la marque Cherry, moi je me rappelle très bien les premiers ordinateurs entre guillemets auxquels j'ai eu accès, c'était ce qu'on appelait des IBM compatibles. Marc a connu ça aussi, et étaient souvent livrés, et même je crois quasiment toujours livrés avec un clavier qui était un clavier Cherry. Et à l'époque, on ne pensait même pas qu'un clavier pouvait s'appeler autrement que Cherry. J'ai un peu cette impression-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc. Si, effectivement, c'est quelque chose qui était tout à fait la norme. Ce n'est qu'à partir du moment où les clones de grandes séries japonais ont commencé à arriver sur le marché, qu'on a vu aussi débarquer les premiers claviers à membrane. Historiquement, parce que l'ambiance dans les entreprises japonaises devait être plus feutrée. C'est une anecdote, mais c'est vrai. Et ça, on peut le comprendre, parce que ceux qui se rappellent des machines à écrire électriques, par exemple, qui faisaient encore plus de bruit que les claviers mécaniques, ça pouvait taper sur le système, quoi. Ouais, effectivement. Mais donc, on rappelle rapidement le principe d'un clavier. Il n'y a pas de secret. Chaque touche est un interrupteur. C'est ça. Et vous avez deux grands principes. Vous avez les claviers mécaniques dont Xavier vient de nous parler, où effectivement chaque touche a une course et il faut appuyer une certaine force pour faire le contact avec l'interrupteur. Ou vous avez les claviers à membrane, c'est-à-dire tout ce que vous avez trouvé, les claviers qui ont un peu un toucher plus mou, plus doux, ou simplement vous avez deux feuilles qui font contact au travers d'une membrane, généralement en caoutchouc ou en matériau polymère, et qui permet généralement une course beaucoup plus courte, mais avec un rebond beaucoup moins marqué et avec un confort beaucoup moins marqué aussi. Ces claviers non mécaniques sont d'un seul tenant, en fait. Hein. C'est d'une seule pièce, contrairement, je pense, aux claviers mécaniques qui, eux, sont... on peut changer une pièce, quoi. Oui et non. On peut aussi changer les pièces. Il y a différents niveaux de finition, différents types de claviers à membrane. Tu as les claviers à membrane simple, effectivement, là, toute la touche représente un bloc, mais tu as aussi ce qu'on appelle les touches à cisaillement, où en fait, chaque touche repose sur un petit étrier. C'est ça. Et là, on peut démonter la touche, et notamment le type de touche que l'on va trouver dans les MacBooks. Oui, c'est ça. Oui. Avec un clavier qui est un peu hybride, moitié mécanique, moitié membrane, sans avoir les inconvénients ou les avantages des deux. Par contre, ce qu'il faut peut-être mentionner sur pourquoi on irait choisir un clavier mécanique qui est un gros machin et qui fait beaucoup de bruit. Oui. Bon, d'abord, les claviers mécaniques, quand vous êtes un gamer, un clavier mécanique, c'est lourd, c'est massif. Moi, j'en ai un ici. C'est pas forcément un clavier de gamer, c'est un SteelSeries. C'est une marque dont je suis tombé amoureux. Franchement, ce sont des claviers qui sont réduits au strict minimum. Vous voyez, c'est un truc, c'est un clavier. Il n'y a rien. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de port USB. Voilà, c'est un clavier, mais c'est un tank. Ouais, le clavier, il fait 1,2 kg. Et quand ce clavier, il est sur le bureau, il ne bouge pas. Quand vous êtes en train de faire une partie et que vous êtes en train de donner des coups sur votre clavier, qu'est-ce qu'il faut appuyer 3 ou 4 touches, il faut faire des combos, etc. Le clavier qui ne bouge pas, c'est appréciable. Si votre clavier valse dans votre moniteur à chaque fois que vous faites une attaque, c'est mal barré. Ouais. Deuxième chose, le clavier mécanique a un avantage certain sur le clavier à membrane, c'est sa durée de vie. D'accord, il est plus bruyant, d'accord, il est plus lourd, mais d'accord, il est plus cher aussi généralement, mais un clavier classique est généralement prévu pour durer entre 2 et 3 millions de frappes. 5, 10 vraiment pour les plus chers. Un clavier mécanique commence à 50 millions de frappes. Ah oui. Okay. Donc vous avez quand même une différence de gamme en matière de rendement et en matière de retour sur investissement. Il va vous coûter plus cher. Encore que, de nouveau, le SteelSeries que j'ai, il y a moyen de le trouver dans toutes les bonnes boucheries aux alentours des 60-70 euros. Oui, c'est ce que j'allais dire. Un clavier spécialement cher. Il y a des claviers mécaniques bon marché. Absolument, il y a des claviers mécaniques bon marché. Alors celui-ci utilise un Cherry Black.
moi personnellement, j'ai toujours aimé les claviers où il fallait appuyer une certaine force pour avoir un retour. Il est peut-être plus physique que le clavier de Xavier, mais nous avons encore une fois chacun notre clavier en fonction de l'utilisation que vous faites. J'ai pas de tendinite au doigt, ça muscle les doigts par contre, ça c'est clair, mais c'est vrai que j'ai pour moi le fait que je suis pianiste et donc j'ai l'habitude de muscler mes doigts. C'est à cette fin-là que je le disais, c'est que c'est un clavier de pianiste, on a une certaine puissance de frappe dans le doigt, c'est des petits marteaux les doigts pour exactement, un pianiste. Donc j'ai l'habitude déjà d'appuyer, donc ça ne me fatigue pas. Et puis pour avoir essayé des claviers à membrane, moi qui pisse du code à longueur de journée et qui passe mon temps entre programmation et Photoshop ou Illustrator, etc., j'aime bien avoir un clavier qui répond de manière nette, précise et qui ne me laisse aucun sentiment de pouvoir faire une erreur. C'est ça, oui. C'est vraiment un outil côté sécurisant. Absolument. Voilà, c'est vraiment ça. C'était ce que tu nous avais déjà dit, c'est ça qui est marrant, à propos de la souris que tu utilises. C'est la sensation, feinte ou pas, d'avoir en main quelque chose qui ne va pas casser, qui ne va pas tomber, qui ne va pas glisser, qui est précis, etc. Voilà. C'est juste une impression, probablement, parce que techniquement, à l'intérieur, c'est à peu près les mêmes... Enfin, pas pour les claviers mécaniques, on vient de le dire, mais l'emballage, entre guillemets, c'est le même que pour tout. Ça reste du plastique, ça reste... voilà. Mais c'est conçu d'une certaine manière, quoi. C'est l'équilibrage, c'est la forme, c'est la prise en main, c'est la précision du capteur, ce sont les petites fioritures que certains vont considérer comme totalement inutiles, mais qui, moi, sont absolument essentielles, comme par exemple le fait de pouvoir basculer à la volée entre la scroll wheel crantée et la scroll wheel libre. C'est quelque chose, quand tu fais du design et que tu es dans Photoshop, de pouvoir travailler au millimètre près ou pouvoir faire des zooms rapidement, tu gagnes un temps non négligeable. Oui, du confort. Et de toute façon, un clavier, c'est comme une femme ou une voiture, c'est une histoire de goût avant tout. Oui, c'est comme la souris. C'est exactement les mêmes arguments, je le répète. Ce hors-série est toujours disponible sur YouTube, je le dis en passant. Bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je pense qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti depuis, mais les arguments restent valables. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, Xavier, par rapport à ce clavier ou par rapport à ton expérience ou par rapport à la technologie de manière générale? Mais on peut peut-être expliquer que le prix qui est quand même si c'est abordable, ça ne l'est pas pour tout le monde, clairement. Il est justifié en partie déjà par l'éclairage RGB, mais aussi parce qu'il y a une puce ARM dedans. En fait, il y a vraiment un microprocesseur dans le clavier et qui fait qu'on a un temps de réponse qui est vraiment gigantesque, avec toutes ces analyses de macros qui répondent instantanément, etc. Donc c'est un prix qui est élevé, mais qui me semble justifié par la qualité du produit. Ok, est-ce qu'on a fait le tour, Xavier? Oui. Pour ma part, oui. Est-ce que Marc n'avait pas encore un ou deux points à traiter? Je ne suis pas sûr. Alors, il y a effectivement deux petits points qui sont spécifiques au clavier mécanique, qu'on ne retrouvera pas sur les claviers classiques, c'est-à-dire les claviers à membrane. C'est deux concepts qu'on appelle le ghosting et le rollover. Alors, le ghosting, c'est la construction du clavier fait parfois que vous êtes amené à appuyer sur plusieurs touches en même temps. Dans un jeu, vous faites des combos de touches, etc. Le ghosting, c'est un phénomène qui peut arriver lorsque le clavier est mal isolé, et donc vous allez enfoncer deux touches, une troisième va se mettre en route. D'accord. C'est un truc qui est assez gênant. Donc en fait, tous les claviers mécaniques embarquent un système anti-ghosting qui va s'assurer que lorsque vous enfoncez des touches, il n'y a que les touches que vous enfoncez qui répondent. D'accord. Ça peut être du parasitage, ça peut être une mauvaise isolation au niveau des circuits, mais toujours est-il que tous les claviers de qualité embarquent ça. Le rollover, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque de faire un reply to all en appuyant sur la touche Enter, quoi. Par exemple, on va dire ça comme ça. Alors, le rollover, en fait, c'est un concept un peu similaire. Ça va avec la pression des touches multiples. Simplement, c'est un facteur qui va exprimer le nombre de touches encaissables simultanément. D'accord. Alors, c'est un facteur qui est exprimé par un sigle qui s'appelle le KRO. Je ne sais pas trop d'où ça vient, je sais que ça s'appelle le KRO. Ouais. Et généralement,
précédé d'un nombre ou bien d'une lettre. Alors, si c'est précédé d'un nombre, ça indique le nombre maximum de touches que vous pouvez enfoncer en même temps avant que le clavier ne rende l'âme, façon de parler. Si c'est précédé d'une lettre, généralement ce sera un N, et le N veut dire le releveur est illimité, donc vous pouvez y aller, appuyer toutes les touches en même temps. Donc le chat peut dormir sur le clavier. Le chat peut dormir sur le clavier. Il y aura aucune combinaison de touches qui ne pourra vous échapper. D'accord. Ici, dans ce cas-ci, il y a 104 touches possibles simultanément. Donc sur 104. C'est un NK-Hero. Oui, c'est ça. Donc sur l'ensemble des touches. Donc voilà. Ok, on a appris plein de trucs pour le coup sur le clavier. Normalement, on a un clavier, on se dit bon voilà, Azerty, Ocarty, bonsoir, au revoir. J'ai envie de dire, hein, mais non. Il y a d'autres possibilités, comme vous l'avez vu, avec ce hors-série. Là cette fois, c'est bon, on a fait le tour. C'est ok. Je pense, oui. Ok. Bon, merci beaucoup à Marc pour toutes ces informations fort utiles et à son clavier mécanique. Merci à Xavier également de nous avoir apporté ce concert de... voilà, il s'est éjecté lui. Ça c'est bien dommage. Voilà, il n'y a pas forcément de ghosting. Il y avait du ghosting avec ne parlez pas en même temps du coup. Il est revenu notre ami Xavier, mais ça il s'est fait avoir. Hein, il s'est fait avoir Xavier. Sur ce effectivement. Il s'est éjecté Je ne connais pas la touche Skype qui raccroche. Donc tu pourrais l'isoler celle-là peut-être éventuellement. Merci en tout cas de nous avoir suivis, merci d'avoir écouté ce hors-série, on se dit à très bientôt, au revoir.